il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue au SIX pour ce séminaire. Dans une période un peu inhabituelle pour nous, nos séminaires étant d'habitude le vendredi après-midi. Là, on le fait aujourd'hui pour des raisons de disponibilité. On a le grand plaisir d'accueillir Luc Legout de l'Université Paris 1, Sorbonne, à l'Institut de démographie de Paris. Donc, Luc a fait une maîtrise en démographie. Non, c'est pour l'enregistrement, c'est pas pour vous. Excusez-moi. Il faut que tu parles plus fort. Il faut que je parle plus fort. C'est ça. Donc, Luc a fait une maîtrise en démographie au département de l'Université de Montréal. Ensuite, il a poursuivi à l'Institut de démographie de l'Université de Paris. Il a fait un doctorat où il est devenu professeur. Le sujet de sa thèse portait sur les réfugiés. Oui, et a donné lieu effectivement à la publication d'un premier ouvrage. Il y en a eu plusieurs autres qui se sont ajoutés parce qu'il a continué à travailler dans ce champ-là depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années. Longtemps. C'est ça. Donc, ces dernières publications, on peut mentionner dans le dictionnaire de l'immigration en France, Luc a rédigé l'entrée sur l'asile et il a également dans la revue Plein droit d'octobre 2011 un article intitulé « Accueillir, protéger ou écarter les réfugiés ». Donc aujourd'hui, il vient nous entretenir des statistiques de réfugiés et leurs relations ambiguës avec les politiques d'asile, sujet d'actualité. Donc sans plus tarder, Luc. Ah, merci. Oui, c'est un sujet d'actualité au Québec, au Canada, mais un peu partout. Il n'y a pas qu'ici. C'est un sujet très sensible. Et évidemment, puisque les mouvements de réfugiés, réfugiés et autres victimes de la violence, parce qu'il n'y a pas que des réfugiés maintenant, c'est très diversifié. Ça se trouve au croisement des politiques migratoires et du respect des droits humains. Et évidemment, du coup, c'est un sujet de société qu'on appelle sensible. Et comme tous ces sujets, d'ailleurs comme un petit peu toutes les statistiques, ça peut pas être neutre. Et donc, les statistiques ne sont pas neutres. Elles sont utilisées, parfois orientées, des fois on pourrait presque dire manipulées, dans un sens ou dans un autre. Et donc là, je vais ça fonctionne. Je vais vous proposer de voir ça à la fois en premier et au niveau, disons, plus macro, au niveau des statistiques du HCR. Là, on aura un niveau mondial. À un niveau plus local, je vais vous parler des statistiques françaises parce que c'est ce que je connais le mieux. Je connais un petit peu les stats canadiennes, mais nettement moins bien quand même. Pour finir, on parlera du nom des catégories statistiques parce que la manière de nommer les choses influence énormément la perception qu'on peut en avoir. Alors, en début, déjà pour situer un petit peu le contexte, je vais vous dire deux mots sur l'évolution de la politique d'asile, sur un terme relativement long. Et en fait, avant 1989, c'est-à-dire la chute du mur de Berlin, sur toute la période entre oui, déjà, est-ce que je devrais situer mieux ce qui est la Convention de Genève, etc., parce que peut-être que tout le monde n'est pas vraiment au clair. Donc, disons que pour ce qui est de l'asile moderne, on va pas redémarrer à l'Antiquité, mais pour ce qui est de l'asile moderne, c'est régi depuis l'après-guerre par la Convention de Genève qui a été rédigée en 51, signée en 51 et après. Et c'est ce qu'on appelle le système de Genève, donc qui gère les déplacements de populations réfugiées dans le monde depuis la Seconde Guerre mondiale. Et la Convention de Genève a une définition du réfugié qui est très claire. C'est la personne
qui craint des persécutions, qui a des craintes fondées de persécutions pour des raisons liées à la religion, la race, la nationalité, l'appartenance à un groupe social et les opinions politiques. Et donc ce système a été mis en place juste après-guerre et dans un contexte évidemment de guerre froide et de relative prospérité économique. Donc le contexte de la création du système de réfugiés, c'était un contexte où, en tout cas en Europe, parce qu'au départ ça a été mis en place en Europe, il y avait un fort appel à l'immigration. Donc avoir des réfugiés en plus, point de vue migration, ça ne gênait pas, et où on était dans un contexte de guerre froide, et où donc accueillir des réfugiés venant du monde communiste, c'était sur le plan diplomatique, stratégique, très bien vu. Donc il y avait un intérêt à la fois économique et politique à accueillir les réfugiés. Et tout cela fait que la politique d'asile était basée sur le droit de partir, donc le droit de quitter son pays, et de demander l'asile. Il n'y a jamais eu de droit à l'asile, mais le droit de demander l'asile dans un pays plus développé en général. Enfin, bien que ce soit très souvent dans les pays voisins. Donc tout ça, c'était tout à fait dans le contexte après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a déjà eu un premier bémol avec la crise de 73-74, le choc pétrolier, où les migrations, en tout cas en Europe, c'était déjà plus ça. Et ça a été complètement arrêté avec la chute du mur de Berlin en 89. Voilà, l'effondrement, ça c'est une date symbolique, mais c'est l'effondrement du monde communiste, et où d'un seul coup, il n'y avait plus d'intérêt à accueillir les réfugiés, plus d'intérêt stratégique et plus d'intérêt économique. Et donc, on a changé de doctrine. Il y a eu une évolution doctrinale assez forte. Et le HCR a cessé de défendre le droit de partir. Et on a théorisé le droit de rester en sécurité dans son propre pays. Et en disant ce sera encore bien mieux que les gens puissent rester en sécurité dans leur propre pays, et donc on va aller les protéger sur place. Et donc ça a abouti au développement de la protection sur place, et essentiellement dans les pays occidentaux. Enfin, pour les réfugiés, c'est pas vrai, mais en tout cas dans l'esprit, c'était pour arriver à protéger les pays occidentaux, parce que du coup, du moment qu'on protégeait sur place, donc dans les pays d'origine, ils ne venaient plus dans les pays occidentaux. Voilà. Et donc ça permettait de lutter contre les flux migratoires non désirés. Alors, pour ce qui est de la relation entre les statistiques et les politiques d'asile, il y a une sorte de relation circulaire. Vous avez la politique d'asile que je viens vous décrire, donc où on va être plutôt restrictif sur on va vouloir endiguer les flux migratoires. Donc on arrive à du coup une évolution des modes de protection, c'est-à-dire qu'on va fortement développer la protection sur place et mettre des nouveaux statuts moins protecteurs. Ce changement des modes de protection, évidemment, est mesuré dans les statistiques. Donc il y a une évolution des catégories statistiques. Avant 92, il y avait les réfugiés, point final. Maintenant, il y a les réfugiés, les personnes déplacées à assister, les déplacés non assistés, les rapatriés. Il y a plein les demandeurs d'asile en stock. Il y a plein de petites catégories qui apparaissent. Ces catégories, évidemment, on va définir des modes de calcul, des intitulés, des présentations statistiques qui vont aller dans le sens de ceux qui les produisent. Donc, comme c'est produit par les administrations ou par l'État, ça va aller dans le sens des politiques d'asile. Ça va évidemment participer à l'adhésion du public aux politiques d'asile restrictives. Et si le public est très d'accord avec ces politiques, ça va renforcer les politiques et on refait un tour suivant. Alors, puisque ici vous connaissez votre travail aussi, que je travaille sur les statistiques sociales, donc pour parler des statistiques globales du HCR, là je vous ai mis un petit graphique avec les statistiques de 2011, parce que c'est
quand on parle de statistiques de réfugiés, il y a souvent beaucoup de chiffres, il y a plusieurs concepts qui se chevauchent. Donc là, sur ce petit graphique, on voit que on a les réfugiés, c'est toujours ce que l'on parle le plus, mais finalement, c'est finalement ce qu'il y a de moins dans l'ensemble des personnes protégées. Parce que vous voyez, là, ils sont mis en vert. Vous avez les réfugiés HCR, c'est-à-dire ceux qui relèvent de la protection du HCR, même s'ils sont dans un pays développé comme le Canada ou la France, où le HCR n'a pas grand-chose à faire, mais ils sont quand même censés relever du HCR. Et vous avez les réfugiés UNRWA, qui sont ceux qui relèvent de l'Office de secours dans la Palestine. Donc c'est pour les réfugiés palestiniens au Moyen-Orient, et uniquement au Moyen-Orient. Donc ça vous fait environ 15 millions enfin 15,2 millions de réfugiés. Après, vous avez les déplacés. Alors les déplacés, il y a actuellement deux groupes. Une partie qui est sans assistance, ça c'est les premiers groupes en gris. En rouge, c'est ceux qui sont assistés, ou en tout cas qui relèvent de l'assistance du HCR, même s'ils ne sont pas tous réellement, concrètement protégés. Bon, vous avez aussi un petit nombre de demandeurs d'asile au milieu. Et vous avez tout ce qui est autres HCR, qui sont les personnes réfugiées de retour ou déplacées de retour, les apatrides, puis quelques autres catégories. Et donc tout ça, ça se combine entre 15 millions de réfugiés, 33 millions de personnes relevant du HCR, ou 42 millions, 42,5 de millions de personnes déracinées. Les personnes déracinées, c'est un concept assez récent, c'est-à-dire de tous ceux qui ne sont plus dans leur résidence habituelle. Donc ceux qui sont retournés, on ne les compte pas, ils ne sont pas dedans, mais ceux-là. Alors, je vous disais que l'évolution, c'était essentiellement un changement, enfin une diversification des modes de protection. Et ça, c'est parfaitement visible sur ce graphique, où en vert, une fois de plus, on a les réfugiés. On voit que jusqu'en 92, il n'y avait que des réfugiés, il n'y avait pas d'autres catégories statistiques. Et à partir de 92, donc très peu de temps après la chute du mur de Berlin, il y a une diversification avec des petits groupes, des situations similaires aux réfugiés, les réfugiés rapatriés, les demandeurs d'asile, les déplacés internes. Et là, on voit que c'est les déplacés internes qui apparaissent fortement. Les déplacés rapatriés, les apatrides, etc. Ce graphique peut induire un petit peu en erreur quand on le regarde comme ça, parce que il y a plusieurs points qui demandent à être précisés. Le premier point, c'est sur on va voir ici, là, voilà, j'ai pas une souris ici, voilà ma souris. Ici, on voit d'un seul coup les déplacés internes qui passent de quelques millions au double. On se dit, qu'est-ce qui s'est passé cette année-là? En fait, il n'y a rien eu de particulier entre 2005 et 2006, si ce n'est un changement des modes d'estimation. Et donc, quand vous regardez comme ça, de loin, les statistiques du HCR, vous voyez ce genre de courbe qui est une photo du site du HCR, où on voit que les personnes déplacées sont d'un seul coup beaucoup plus nombreuses et dépassent les réfugiés en 2006. En réalité, c'est beaucoup plus régulier que ça, parce que les évolutions étaient plus lentes et il y a eu une révision en 2006. Alors la révision, je vais aller très vite, mais c'est une révision, vous voyez, on est passé de 21 millions à 32 millions de personnes, uniquement sur une révision statistique. Ça change quand même beaucoup de choses. Alors les réfugiés, eux, ils ont augmenté un peu, mais pas trop. Les demandeurs d'asile, alors là, pas du tout, parce que les demandeurs d'asile, c'est toujours très bien connu, c'est les flux d'entrée dans les pays. Alors, en général, c'est ceux dont on se méfie, surtout maintenant. Donc ceux-là, on les connaît bien. On les enregistre, c'est à l'unité, ils sont bien contrôlés. On les rapatriés, c'est moins. Par contre, les déplacés internes, vous voyez, ça a doublé. Et là, c'est uniquement des méthodes d'estimation. Pareil pour les déplacés de retour ou les apatrides. Alors, quelques exemples sur les révisions des estimations. Vous voyez, par exemple, les déplacés en Colombie, il ne s'est rien passé de spécial cette année-là, mais on est passé d'une estimation de 2 millions à une estimation de 3 millions. Pour les déplacés au Soudan, pareil, 500 000 à 1,3 million.
Les apatrides au Népal, alors là, on est passé de 400 000 à 3,4 millions. Et les réfugiés aux USA, c'est pareil, on est passé, je n'ai pas le chiffre, ça doit être de 380 000 à 780, un truc comme ça. Sans qu'il se passe rien de spécial. Les USA n'ont pas accueilli spécialement plus de réfugiés à partir de cette année-là. C'est simplement qu'on a changé l'estimation parce que les USA font partie des 24 pays industrialisés qui ne donnent pas de statistiques de nombre de réfugiés présents sur leur territoire. Le Canada non plus, d'ailleurs, n'en donne pas. Et donc le HCR l'estime en cumulant les entrées des dernières années. Et donc là, avant 2006, ils considéraient qu'au bout de 5 ans, aux USA, on était naturalisé, et donc les stocks de réfugiés, c'était les 5 dernières années d'entrée, et à partir de 2006, ils ont considéré que c'était les 10 dernières années d'entrée. Donc évidemment, ça a doublé, et même un peu plus que doublé, parce que les flux des années antérieures étaient plus importants. Bon. Donc, quand on regarde comme ça des évolutions, il faut bien savoir d'où elles viennent, parce que là, ça ne vient pas de flux particuliers de demandeurs, mais d'estimation. L'autre point qui peut tromper, c'est l'estimation des effectifs de déplacés internes. Sur le premier graphique, on avait l'impression que les déplacés internes augmentaient. En fait, c'est pas réellement ça. Ce qui augmente, c'est les déplacés internes pris en charge par le HCR, ou relevant du HCR. En réalité, les effectifs totaux de personnes déplacées sont relativement stables. Là, vous voyez, de 2001 à 2011, on est autour de 24 millions, mais en 92, on était déjà à 24 millions. Donc ça, là, c'est pareil, c'est une photo du site HCR. Donc ces déplacés internes, en fait, leur nombre évolue très peu. C'est pas les mêmes personnes, évidemment, mais leur nombre évolue peu. Par contre, le nombre de pris en charge ou relevant du HCR, ça passe de 0 en 92 à nettement plus de la moitié, à 15 millions sur 24 en 2011. Alors, autre point qui peut tromper, c'est l'aspect, lorsqu'on regarde sur le graphique, là, je vais essayer de retourner, là, sur la dernière partie, le nombre de réfugiés paraît stabilisé. En réalité, c'est parce qu'on a changé la définition statistique des réfugiés. On a une définition juridique qui est toujours la même, celle que je vous ai dit tout à l'heure. Par contre, on a une définition statistique qui s'est élargie. Avant 1994, c'était la même chose que la définition juridique. À partir de 1994, en 1995, on a rajouté les protections temporaires. En 1996, on a rajouté les protections humanitaires ou protections complémentaires. En Europe, ça s'appelle protection subsidiaire. Donc, c'est des statuts moins protecteurs. Et à partir de 2007, on a rajouté les personnes en situation similaire aux réfugiés, même s'ils ne sont pas formellement reconnus. Et donc, évidemment, en réalité, les réfugiés avec la définition d'origine, ils seraient encore bien moins nombreux. L'importance de l'élargissement de cette définition du réfugié, pour ce qui est de l'Europe, dans l'Union européenne, actuellement, la moitié, grossièrement, à peu près la moitié, ça dépend selon les ans, des reconnaissances est en statut Convention de Genève, l'autre moitié en protection subsidiaire, donc un statut moins protecteur. Ce qui fait qu'à terme, au bout d'un certain temps, à peu près la moitié des gens présents ne seront pas protégés par la Convention de Genève. Donc évidemment, on voit que c'est quand même important. Et pour les personnes en situation similaire, bon, c'était en 2008-2009, on était à 15%. Là, c'est un petit peu moins nombreux en 2010. Mais malgré tout, ce n'est pas marginal. Alors, un dernier point, parce qu'évidemment, tout ça, ça masque un peu les réelles évolutions. Et un dernier point qui peut laisser penser à une surévaluation de l'accueil dans certains pays, c'est la manière de calculer, on en parlait ce matin, les taux de reconnaissance de la qualité de réfugié. Parce que là, j'ai mis une citation prise sur
le rapport tendance mondiale du HCR. J'ai vérifié, c'est pas des fautes de frappe, ils ont bien mis la même chose sur le site en anglais et sur le site en français. Et ils vous disent, parmi les principaux pays industrialisés d'accueil, ce sont la Suisse et la Finlande qui ont affiché le taux de reconnaissance totale le plus élevé en première instance, 72 et 67% respectivement. On se dit quand même, ces pays-là sont extrêmement généreux. Alors quand on dit que l'Europe n'accueille pas les réfugiés, c'est pas vrai. Hein. Vous voyez, ils sont très très généreux. En réalité, c'est faux. Bon, c'est faux. Ça ne correspond pas complètement à la réalité, justement, parce que il faut voir comment sont calculés ces taux sur ces taux de reconnaissance. Et ces taux de reconnaissance, d'une manière logique pour des statisticiens, au HCR, ils ont déclaré qu'un taux de reconnaissance, parce que les taux de reconnaissance, bon, il y a toute une discussion là-dessus, on pourrait y rester 1 heure, mais on peut difficilement les faire sur les reconnaissances par rapport aux demandes une année donnée, parce que les reconnaissances ne correspondent pas aux demandes de l'année. Donc, on peut le faire, mais avec beaucoup de retard. Donc, quand on veut être sur des années récentes, on va faire les reconnaissances de l'année sur les décisions de l'année. Donc, c'est un taux sur décision. Parmi tant de décisions, il y a eu tant d'accords. Et le HCR a dit d'une manière logique que les décisions qui n'étaient pas justifiées sur le fond, c'est-à-dire lorsque on fermait un dossier parce que, par exemple, le demandeur d'asile était décédé ou qu'il était parti, à ce moment-là, on allait l'exclure du calcul du taux. Le problème, c'est que ces fermetures pour raisons autres que sur le fond sont énormément utilisées par certains pays, pas par tous, pour clore des dossiers. Donc c'est un mode de gestion d'un demande d'asile. Et ce qu'il montre très bien, c'est que les pays qui font ça ont des taux de fermeture pour raisons autres que sur le fond extrêmement élevés. Par exemple, en Suisse, c'est 50%. Au Canada, c'est 20%. En France, c'est 0,3%. Donc, bien entendu, si 50% des demandes sont clos autrement, eh ben le taux d'accord, il augmente. Ce qui fait que quand on regarde, là je vous ai mis en bleu foncé, le taux de reconnaissance sur décision de fond, donc les 72%, en rouge, le taux de cas fermés autrement, et puis en bleu clair, les reconnaissances sur le total, ben on voit que pour la Suisse, ça passe de 72 à 35%, 36%. Pour le Canada, de pas tout à fait 50 à pas tout à fait 40. Et pour la France, bon, ça bouge quasiment pas. Donc on est toujours en dessous, un peu en dessous de 30. Mais du coup, les comparaisons entre pays, dans un sens, on pourrait dire que la Suisse est bien au-dessus du Canada, et quand on regarde sur le total des décisions, le Canada est bien au-dessus de la Suisse. Donc vous pouvez choisir, selon la présentation, si vous voulez dire que le Canada est méchant, eh ben il est moins bien que la Suisse. Si vous voulez dire qu'il est gentil, il sera mieux que la Suisse. Bon, c'est un peu caricatural là, mais on peut choisir les statistiques que l'on veut. Et en les choisissant, on manipule l'opinion un peu comme on veut. Parce que si on dit, vous voyez, nous en Suisse, on accueille 73% des réfugiés, c'est beaucoup, on pourrait facilement être beaucoup plus restrictif. Et on fait en sorte que l'opinion soit d'accord qu'il faut être plus restrictif. Voilà. Donc ça, c'est utilisé comme ça. Alors, donc tout ça, c'était sur le HCR. On y reviendra parce que je vais laisser un peu de temps pour les questions. C'est pour ça que je parle un peu vite. Maintenant, voyons pour la France. Alors, sur la France, là, je vous ai mis déjà un petit schéma sur l'organisation de la protection. Moi, j'ai mis réfugiés, en fait, oui, c'est réfugiés et autres personnes, donc autres personnes protégées en France. Et il y a un office qui s'occupe de tout ça, c'est l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, donc OFPRA, qui s'occupe de reconnaître la qualité de réfugié au sens de la Convention de Genève. Il reconnaît la qualité d'apatride aussi, mais ça c'est très peu nombreux. Il reconnaît, c'est beaucoup plus important, il attribue la protection subsidiaire, qui est une protection, juridiquement ça n'a pas beaucoup de sens, mais c'est une protection moins importante. En France, la protection statut Convention de Genève, c'est un titre de séjour de 10 ans automatiquement renouvelable. La protection subsidiaire, c'est 1 an éventuellement renouvelable. Donc, ce qui est quand même très différent. Bon. Et l'OFPRA fait office de mairie, il délivre tous les documents d'état civil aux personnes protégées.
Et à côté de cela, il y a la Cour nationale du droit d'asile, qui est l'instance de recours. Lorsqu'une personne est rejetée, elle peut faire un recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile, qui juge les recours en cas de rejet de l'OFPRA. Et c'est, je l'ai mis sur le côté, mais c'est extrêmement important. On va voir qu'ils accueillent, c'est très important dans la procédure de reconnaissance. Et l'OFPRA a toujours fait des statistiques depuis sa création en 1952. On a toujours eu beaucoup de statistiques. Elles sont aujourd'hui relativement riches. Par contre, elles n'ont pas toujours été publiques. Là, je vous ai mis une photo de la première page du rapport de l'activité de l'OFPRA pour la partie bilan statistique de l'année 1994. C'était sur papier exemplaire confidentiel avec le numéro de la personne qui avait droit à ce document. Là, c'était mon numéro personnel parce que j'ai à un moment travaillé un peu pour l'OFPRA et pour conseiller sur le plan statistique. Et donc, du coup, j'avais ces documents. Mais si jamais il y avait une fuite, on devait savoir d'où ça venait. Donc, vous voyez, il y avait un petit tampon rouge, numéro 45, je crois que c'était 46. 45, c'était... Voilà. Donc, c'était très, très confidentiel, vraiment grand secret. Depuis 2001, les mêmes rapports sont sur Internet. Il n'y a rien de changé dans les rapports. C'est toujours les mêmes rapports, il y a les mêmes informations, tout est pareil. Le seul changement qu'il y ait eu, ça s'est un peu enrichi d'ailleurs, mais le seul vrai changement, c'est les changements de directeur de l'OFPRA. Donc, actuellement, vous avez très peu de stats au Canada, mais peut-être que ça va venir. Changer de directeur de la commission immigration et statut de réfugié, et vous aurez peut-être un jour des statistiques. Il faut changer de premier. Oui. Bon. Ah, non, mais bon, c'était une boutade. Hein. J'ai rien contre le directeur. Je vais me faire attaquer sinon. Bon. Mais donc, vous voyez qu'on a des changements comme ça, et où on a là beaucoup de statistiques. Alors, on peut les critiquer. Il y a plein de choses. Bon. Mais il y a pas mal de... On a pas mal de statistiques. Et là, d'ailleurs, vous voyez, j'ai fait deux paquets. Là. D'un côté, il y a tous les rapports depuis 2001, qui sont des rapports sur les statistiques sur l'année précédente. Donc là, c'est bien sûr tous les flux d'entrée. Donc, c'est que, par exemple, pour les taux de reconnaissance et les taux de reconnaissance sur les décisions, parce que c'est sur l'année N-1. Et à côté, vous avez tous les bilans de la demande d'asile. Et là, les bilans, c'est pour les années à N-4. Donc là, c'est le dernier que l'on ait disponible, c'est pour 2008. Et donc là, on va faire des taux réellement sur les demandes. Alors, dans ces statistiques, ce que l'on va trouver pour le cas qui nous intéresse, c'est-à-dire l'importance sur les politiques d'asile, les relations ambiguës, il y a ce graphique. Ce graphique, c'est vraiment un peu une caricature, parce que c'est le nombre de réfugiés. Alors donc là, c'est des stocks, c'est le nombre de réfugiés statutaires. Voilà, il est décomposé par continent de provenance, mais c'est le nombre de statutaires présents à une année donnée. Donc on voit, il évolue là, de 73 à 100 000, il monte à peine à 140 000, il redescend à 100 000 ici en 2001, et puis depuis 2001, il remonte. Il remonte, et je peux vous dire qu'il n'arrêtera jamais de remonter, tout simplement parce que c'est ce graphique, comment je peux dire ça politiquement correct, ce graphique, disons, cette partie du graphique, jusqu'en 2003, il n'y a pas de problème. À partir de 2003, on va dire que c'est des estimations fortement surestimées. Voilà, on va le dire comme ça. Tout simplement parce que jusqu'en 2003, on comptait le nombre de réfugiés statutaires d'une manière très simple. Il y avait un certificat de réfugié qu'il fallait renouveler tous les 5 ans. Et entre ceux qui renouvelaient en retard et ceux qui étaient partis, par exemple qui étaient décédés ou qui avaient été naturalisés, donc qui n'étaient plus réfugiés, ou qui étaient partis dans un autre pays, ça se compensait à peu près. Bon, on ne peut pas dire à l'unité, mais ça se compensait à peu près. Et donc, le nombre de réfugiés statutaires présents
était relativement bien connu, mais c'était à peu près juste. J'avais fait quelques études là-dessus, ça se compensait. À partir de 2003, on a supprimé, pour simplification administrative, le certificat de réfugié. Et du coup, à partir de ce moment-là, l'OFPRA a décidé qu'on allait compter en prenant le stock de 2003, combien il y en avait, en rajoutant les entrées, c'est-à-dire toutes les reconnaissances de la qualité de réfugié, et en enlevant les sorties, c'est-à-dire les décès, les renonciations, les naturalisations, et c'est un peu tout, les départs pour l'étranger. Hein. Donc tout ce qui était sortie de statut. Et la naturalisation, c'est une sortie de statut. La seule chose, c'est que ces sorties sont très très mal connues. Elles sont très mal connues, et d'ailleurs, l'OFPRA, en 2004, en était bien conscient. Il explique que le calcul est désormais modifié. On ajoute le nombre de personnes nouvellement admises au statut de réfugié, et on défale les sorties, donc naturalisation, annonciation, cessation d'essai, départ définitif, tout ce que je disais. Mais il précise, toutefois, les motifs de sortie de statut n'étant pas systématiquement portés à la connaissance de l'Office, les chiffres avancés ne peuvent être considérés que comme une estimation. Alors évidemment, en tant que démographe, tout de suite, je me suis dit, bah oui, bah tiens, c'est combien? Donc en 2004, on avait des éléments de comparaison assez pratiques parce que l'année précédente, c'était sur les chiffres c'était sur les certificats. Donc en faisant quelques comparaisons avec quelques estimations, j'ai pu aboutir à affirmer qu'on a été informé à peu près de 20% des sorties. Grossièrement, à peu près, pas pile 20, mais entre 19 et 22, 23%, mais à peine, bon, plutôt 20%. Donc l'OFPRA est informé de 20% des sorties. Et depuis, il rajoute toutes les entrées et il enlève 20% des sorties. Donc évidemment, quand ça se cumule, la première année, ça a rajouté 7 ou 8 000 personnes, mais à peu près, c'est toujours la même chose tous les ans. Donc vous voyez que très très vite, ça explose. En plus de ça, avant les années 2003, même avant 2009, les enfants de réfugiés n'étaient pas comptés. À partir de 2009, on les a intégrés dans les chiffres. Et donc, évidemment, ça fait une rupture de série, mais ça continue à augmenter. Et donc, on monte de plus en plus de réfugiés. Et évidemment, s'il y a de plus en plus de réfugiés, c'est qu'on est généreux. Et il faudrait peut-être, s'il y en a beaucoup, être un petit peu plus sévère et en accueillir moins. Donc là, il y a une utilisation très, très forte. Et ce qui montre que ce n'est pas un simple procès d'intention, c'est regarder ce que l'on trouve. Alors, à ce qu'on m'a dit, ça devrait changer. Mais j'ai mis la date, là, le 18 septembre, donc il n'y a pas longtemps, 2012, sur le site, pour les réfugiés statutaires, on vous explique que jusqu'au 31 décembre 2003, c'était les certificats de réfugiés, mais c'était approximatif, c'était pas très bien. Alors qu'en fait, c'était très bien. Mais on dit que c'était qu'approximatif. Et on dit l'OFPRA n'était pas systématiquement informé des sorties du statut de réfugié. D'autre part, ne pouvait pas être pris en compte les certificats de réfugié dont le renouvellement était sollicité avec retard. Donc, on a l'impression que c'était approximatif, pas très bien. Et maintenant, depuis le 1er janvier 2004, le certificat de réfugié est supprimé. Tous les étrangers placés sous la protection de l'OFPRA sont donc pris en compte dans les statistiques et n'en sortent qu'à l'occasion de renonciation, etc. Alors, vu que c'était pas très bien avant, on a l'impression que maintenant, c'est beaucoup mieux. Alors que maintenant, je viens de vous l'expliquer, c'est complètement faux. Mais on écrit on laisse entendre que c'est beaucoup mieux. Donc bien pour montrer, alors c'est évidemment très très tendancieux, parce que si c'est beaucoup mieux et que les chiffres explosent, il va falloir quelque chose, il va falloir être plus sévère. Donc là, vous voyez l'aspect entre les stats, l'utilisation des statistiques à fin de politique migratoire, politique d'asile. Alors oui, les taux de reconnaissance, oui, ça je vous en ai déjà un petit peu parlé. Donc oui, parce qu'il y a sur les taux de reconnaissance, il y a tout différentes manières de les faire, parce que comme je vous disais tout à l'heure, si on fait des taux sur décision, des taux récents, c'est les taux sur décision, donc l'année N-1, ça je vous l'ai dit. Les taux, alors oui, c'est très compliqué les taux, parce que sur ce que je vous ai dit déjà, c'est les taux sur décision, mais même les taux sur décision, il y a toujours deux instances de décision. Il y a l'instance normale et l'instance de recours. Donc là, en France, c'est l'OFPRA et la CNDA, la Cour nationale du droit d'asile.
Et évidemment, si on fait des taux OFPRA, on va avoir que ceux reconnus en première instance. Si on veut rajouter les taux, enfin, les personnes reconnues par la CNDA, c'est des taux sur recours. Mais si on réajoute, enfin, si on somme les reconnaissances en première instance et en seconde instance d'une même année, on est sur des décisions d'une année, mais qui concernent pas du tout les demandes de l'année, ça, toujours. Mais en plus de ça, là, pour l'OFPRA, une grosse partie actuellement concerne des décisions de l'année, mais pas tout, alors que pour la CNDA, ça concerne pas du tout les demandes de l'année. Et ce qui fait que des personnes peuvent apparaître dans les statistiques deux fois. Une fois, elles vont être rejetées une année dans le taux OFPRA, et l'année suivante, si elles sont reconnues, elles vont réapparaître dans le taux en tant qu'annulation de la décision de rejet de l'OFPRA. Donc la même personne peut apparaître sur deux taux différents. Donc ça, alors, point de vue définition et la manière de le calculer, c'est... Bon, vous pouvez rentrer après dans les détails très très pointus, mais c'est relativement compliqué et on n'a jamais des taux parfaitement bien purs théoriquement comme on est censé l'apprendre en démographie. Voilà. Et puis après, il y a les taux sur les demandes, je vous le disais. Alors là, les taux sur les demandes, évidemment, on fait ça actuellement en France, on peut le faire année N-4. Et donc là, on a le fichier, on regarde toutes les demandes de l'année actuellement en 2008, combien ont eu le statut, et on fait le rapport. Donc ça, c'est un taux bien propre. Mais on l'a que très tardivement. Et selon qu'on utilise les uns ou les autres, on fait la présentation que l'on veut, évidemment, parce que, et alors là, ça c'est une... ouais, voilà, c'est sûr. C'est une particularité de la France. Normalement, la CNDA, comme toute instance de recours, devrait avoir un effet qualitatif important, mais statistiquement, ça devrait être marginal, puisque l'OFPRA est censé suivre la jurisprudence de la Cour nationale du droit d'asile. Donc, la Cour nationale devrait annuler les cas où il y a eu une erreur, mais ça ne devrait pas représenter beaucoup de monde. Or, ce que vous voyez sur ce graphique, là, je vous ai mis donc en gris, c'est les taux sur décision, ici, et en rouge, les taux sur demande. Donc, avec quelques années, que l'on connaît quelques années après. Mais regardez en gris, ça y est, il m'a changé, qu'est-ce qu'il me fait là? Voilà. En gris, vous avez en gris clair les taux sur décision, la partie de l'OFPRA, et en gris foncé, la partie CNDA. Et regardez actuellement, vous avez plus de la moitié des reconnaissances qui sont des annulations d'une décision de rejet. C'est-à-dire que l'OFPRA rejette massivement, et la Cour nationale du droit d'asile passe derrière, et n'accorde pas massivement, mais accorde suffisamment pour qu'ils eux-mêmes fassent plus d'accords que l'OFPRA lui-même. Alors, c'était pas le cas, ça, dans les années 80. Ça existait absolument pas. Voilà. La Cour nationale du droit d'asile, c'était vraiment très peu par rapport à l'OFPRA, mais plus l'OFPRA est devenu restrictif, en obéissant à la politique migratoire du gouvernement, plus la part de la Cour nationale du droit d'asile est devenue importante. Et ce qui est intéressant, décidément, pourquoi il change comme ça? Ce qui est intéressant, c'est que je vous ai mis également sur ce graphique, là, les petits points, c'est le total des demandes. Donc évidemment, d'un côté, vous avez un pourcentage, de l'autre, vous l'avez en effectif, donc c'est deux échelles. Mais alors que les demandes, ça évolue comme ça et ça redescend, les décisions, les accords, les demandes, elles, c'est l'inverse. On a une inversion. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette inversion? Parce qu'évidemment, il doit y avoir une explication. Alors, l'explication officielle, c'est que selon les années, les demandes ne viennent pas des mêmes pays. Il y a des pays où la demande est une meilleure qualité, et donc c'est la qualité de la demande. Bon, ça, c'est l'explication officielle. Qui a une part de vrai. C'est pas complètement faux, il y a une part de vrai. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que ça. Et il y a également le fait que lorsque
il y a beaucoup de demandes. Les officiers de protection vont en rejeter beaucoup, mais comme dans leur propre psychologie, il faut quand même bien qu'ils justifient leur appellation de protection, ils vont accepter quand même quelques personnes. Mais ces quelques personnes, ils vont en accepter quelques-uns par semaine. C'est pour chaque officier. Ces quelques personnes qu'ils acceptent, s'il y a beaucoup de demandes, ça fait un taux faible. Par contre, si les demandes diminuent, ils acceptent toujours quelques personnes. Et à ce moment-là, le taux augmente. Ça, il y a un aspect psychologie des officiers de protection derrière les taux de reconnaissance que l'on voit. Alors évidemment, l'OFPRA n'aime pas trop que l'on dise ça, mais réellement, c'est ça. Mais il n'y a pas que ça, il y a également la qualité de la demande qui peut varier d'une année sur l'autre, bien entendu. Mais il y a ces aspects-là importants, et ce qui fait qu'ensuite, pour commenter toutes ces évolutions, c'est pas si simple. Mais ça a un effet. Alors oui, sur l'interprétation du pourcentage des annulations de la Cour nationale du droit d'asile, je vous ai mis ce que dit le HCR, et avec lequel je suis entièrement d'accord. Un pourcentage particulièrement élevé de décisions annulées au stade de l'appel, ce qui est le cas, pourrait témoigner d'éventuelles déficiences dans la procédure d'asile de certains pays. C'est dit en termes polis, mais réellement, ça correspond à ça. Alors, sur les délais de traitement, parce que les délais de traitement, c'est également un élément de statistique qui va avoir beaucoup d'effets sur les politiques d'asile, sur l'ensemble de la politique migratoire. Et il y a toujours pareil, on peut calculer tous les indices de plusieurs manières. Donc là, pour calculer les délais de traitement, on peut faire un délai de traitement comme la moyenne des durées entre la date de dépôt et la date de décision des dossiers traités dans l'année. Et ça, par exemple, ça a été utilisé par l'OFPRA en 91. L'OFPRA voulait, avant 91, il y avait le droit automatique au travail pour les demandeurs d'asile. Puisque comme les délais étaient très longs, il fallait bien qu'ils puissent survivre, ils avaient droit au travail. Comme on a considéré que ce droit au travail était un peu un facteur d'appel, que les gens demandaient l'asile pour avoir le droit au travail, on s'est dit on va le supprimer. Mais si les délais sont très longs, ça ne va pas très bien. Donc il fallait afficher des délais très courts. Et bien l'OFPRA en 91 a utilisé exclusivement le délai de traitement en prenant la durée moyenne entre la date de dépôt et la date de décision, mais en ayant pris auparavant la décision de ne traiter que les dossiers récents. Tous les dossiers anciens, ils les ont laissés en stock. Et avec ça, ils ont affiché un délai de 2 mois. Et puisqu'il y avait un délai de 2 mois, on pouvait supprimer le droit au travail pour pouvoir réduire les flux. Donc là, l'utilisation directe des statistiques dans un aspect de politique migratoire. Depuis, ça a changé. Comme ensuite, lorsque l'OFPRA a eu plus de moyens, plus de personnel, il a commencé à déstocker. Et déstockant les dossiers, forcément, il traitait les dossiers anciens et le délai moyen augmentait. Or, on ne voulait pas afficher que le délai moyen augmente. Donc, pendant quelques années, essentiellement autour de 2004, l'OFPRA a inventé le délai théorique de traitement. Le délai théorique de traitement, c'est dire, on prend le nombre de dossiers traités par mois et on le divise par le nombre de dossiers en stock. Et de cette manière-là, même si les dossiers ont 3 ans, si on a 3 mois de stock, ben voilà, le délai théorique, c'est 3 mois. C'est bien présenté. Comme ça, on présente toujours qu'on a un délai court, même si en fait, c'est beaucoup plus vieux. Et l'âge du stock, ça, on ne l'a jamais fait. Par contre, maintenant, on fait également le délai médian, donc la durée médiane entre la date de dépôt et la date de décision. Et on fait ça aussi parce que c'était un peu pour effacer les cas les plus anciens. On avait des données des demandes d'asile tunisiennes de plus de 10 ans, donc il fallait un peu, ça plombait la moyenne. Mais actuellement, comme on a bien réduit les stocks, que ça va mieux, on est très très transparent, limpide. Donc la direction de l'OFPRA, c'est parfait, et on donne tous les délais. Donc là, je vous les ai mis pour 2011, 174 jours pour délai de traitement durée moyenne. Le délai théorique, alors le délai théorique, c'est pareil, on peut dire la totalité de l'âge du stock, la totalité du nombre de dossiers, ou de se dire, de toute façon, on a un stock incompressible, qui est considéré à 2 mois et demi.
Donc, on va pouvoir afficher soit 3 mois, c'est le stock supplémentaire au stock incompressible, hein, soit la totalité du stock, c'est-à-dire 3 mois plus 2 mois et demi. Donc, selon notre interlocuteur, on pourra faire un peu ce qu'on veut. Et le délai médian, il est là, actuellement de 145 jours. Donc, vous voyez, actuellement, comme il n'y a pas de problème, que c'est plus un enjeu politique, on affiche tout. Quand c'est un enjeu politique, on affiche ce que l'on a envie d'afficher. Alors, maintenant, oui, faut que. Allez, je suis très lent. Sur le nom des catégories, j'aille vite. Bon. J'avais prévu de vous parler de la catégorie immigration politique. On en parle, c'est plus du tout au goût du jour, l'immigration politique, mais c'est important. La catégorie demandeur d'asile. Alors ça, le demandeur d'asile, j'ai parlé que de ça, on a l'impression que ça pose aucun problème. En réalité, ça pose beaucoup de problèmes. Les personnes déracinées, et puis quelques mots sur les, entre beaucoup de guillemets, les réfugiés climatiques. Alors, tout de suite sur l'immigration politique. Dans les rapports de l'OFPRA, là c'est une photo de 1974, on parlait de statistiques de l'immigration politique. C'était normal, on parlait d'immigration politique, et ce qui est extrêmement important, parce qu'en 2 mots, l'immigration politique, ça dit 2 choses. Ça dit que les flux de réfugiés, c'est une immigration, et que c'est une immigration à caractère politique. Et donc, c'est extrêmement important. Mais à l'époque de la guerre froide, dire que c'était une immigration comme on avait besoin d'immigrants, c'était pas gênant. Et dire que c'était politique comme on voulait déconsidérer le monde communiste, c'était très bien. Donc on parlait de stade de l'immigration politique. Bon. Mais à partir de 1974, l'arrêt de l'immigration, etc., déjà parler dire que les réfugiés c'était des immigrants, ça devenait plus très bien, donc on a arrêté. Et puis dire que c'était politique à partir de 89, c'était encore moins bien. Donc c'est une expression qui a été complètement bannie. C'est même pas oublié, mais c'est banni. Si on parle de ça, on se fait reprendre. Mais du coup, et y compris par les associations de défense du droit d'asile ou des réfugiés. Mais du coup, on oublie, alors pour effacer le fait que les migrations de réfugiés, c'est des migrations, on oublie le caractère particulier de ces migrations-là. Et du coup, ça participe au fait qu'on met tout dans le même sac, les réfugiés, aussi bien qu'un immigrant économique. Ça nie la particularité de cette demande-là. Et du moment que cette particularité, respect des droits de l'homme, est niée, si on ne parle plus de respect des droits de l'homme, on peut toujours dire que la France est un grand pays des droits de l'homme et refuser les demandeurs d'asile. Donc ça, cet abandon de cette catégorie, c'est son effet. Alors, donc je devais vous montrer là, c'est simplement l'article 31 de la Convention de Genève, parce que la Convention de Genève, je vous disais que c'était le socle de... c'est la Convention de Genève de 1951, c'est vraiment le texte fondamental sur les réfugiés, et plus personne ne le remarque, mais si on lit la Convention de Genève intégralement, l'expression demandeur d'asile n'existe pas. Il n'y a pas l'expression demandeur d'asile, elle n'y est pas. À la place, on utilise le mot réfugié. Et même dans l'article 31, qui est celui qui parle réellement des gens qui viennent demander l'asile, alors je ne le connais pas par cœur, mais c'est l'article qui dit que les États ne doivent pas mettre de sanctions à un réfugié, ils emploient le mot réfugié, qui rentre illégalement sur le territoire, parce que partant d'un pays qu'il persécute, il n'a pas forcément un visa. Et donc, les États ne doivent pas sanctionner les réfugiés qui rentrent illégalement sur le territoire. Et au lieu de dire demandeur d'asile, la Convention de Genève dit réfugié. Et par exemple, dans tous les rapports de l'OFPRA, donc là, finalement, est-ce que j'en ai un ? Oui, voilà, par exemple, j'en ai encore un quand même. Dans tous les rapports de l'OFPRA, c'est pareil. Là, par exemple, j'ai un rapport de 53 et ils disent le réfugié à qui l'Office a refusé de reconnaître cette qualité sont habilités à adresser les requêtes à la commission des recours. Ils parlent bien de réfugié. Actuellement, on dirait le débouté. Là, ils disent réfugié. De la même manière, jusqu'en 81,
les réfugiés en provenance d'Europe de l'Est ont déposé au cours de l'année 81 2037 demandes. Donc on parle de réfugiés. Pour quelles raisons? Tout simplement, et c'est parfaitement logique, c'est que le statut de réfugié est un statut recognitif. C'est-à-dire qu'on va reconnaître la qualité qui préexiste à la demande. Une personne devient réfugiée à partir du moment où elle quitte son pays. Et elle devient réfugiée statutaire, elle va être reconnue par un pays à partir du moment où le pays va décider que c'est un réfugié. Et donc, étant donné que c'est un statut recognitif, que la qualité existait préalablement, on parlait de réfugiés qui demandent l'asile. Et c'était on ne peut plus logique. Et à partir de quand on a commencé à utiliser l'expression demandeur d'asile, et ben en France, c'est très précisément en 81, et pas n'importe comment. La première fois qu'on le retrouve dans un rapport d'activité de l'OFPRA, c'est sous la plume de la directrice du contentieux, étant donné qu'on avait découvert des fraudes, parce qu'il y avait des réfugiés, essentiellement des Aïrois, qui déposaient plusieurs demandes d'asile pour essayer d'être plusieurs fois reconnus réfugiés pour cumuler des aides sociales. Et quand on a découvert ça, à partir de ce moment-là, la responsable du contentieux s'est dit je ne peux plus mettre réfugié quand même, c'est pas bien. Donc elle a inventé l'expression demandeur d'asile, mais à l'époque, là dans la citation, c'était on ne saurait attribuer la qualité de réfugié, statut exceptionnel, à ceux qui ne quittent leur pays que pour des mobiles économiques et se maintenir sur notre territoire pour profiter largement des avantages réservés aux seuls vrais demandeurs d'asile. Là, elle parlait encore de vrais demandeurs d'asile, comme maintenant on parle de vrais réfugiés. Mais c'est la première fois que ça apparaît. Et progressivement, ensuite, ça apparaît. Et ce qui est important de voir, c'est que cette expression demandeur d'asile, au lieu de réfugié, qui serait un terme qu'on devrait accepter, qu'on devrait utiliser, c'est à partir du moment, on va l'utiliser à partir du moment où la personne qui demande l'asile est suspectée de frauder. On suspecte que ce n'est peut-être pas un vrai réfugié. Quelqu'un qui doit être reconnu réfugié. Et donc, l'expression demandeur d'asile, un demandeur d'asile, c'est un suspect. Alors qu'un réfugié. Et donc, on a inventé demandeur d'asile, et puis maintenant, en France, on en est à parler d'étrangers qui demandent l'asile, ce qui est encore plus, établir encore plus une distance. Et donc, cette expression demandeur d'asile que tout le monde emploie, en réalité, on devrait dire réfugié, reconnu ou non. Mais lorsqu'on ne suspecte pas que c'est des fraudeurs. La seule chose, c'est lorsque ça marchait très bien tant que l'essentiel des réfugiés demandant l'asile était reconnu, mais à partir du moment où entre 70 et 80% des personnes qui demandent l'asile sont rejetées, les appeler réfugiés, ça n'a plus beaucoup de sens. Donc on est un petit peu coincé par le vocabulaire, mais le vocabulaire que l'on emploie à notre corps défendant introduit bien la notion que c'est des suspects. Alors ça c'était pour le demandeur d'asile, parce que si je laissais de la place aux questions. Ensuite, qu'est-ce que j'avais d'autre? Parce que là, j'ai plus j'avais dit quoi? Les personnes déracinées. Alors, les personnes déracinées. Les personnes déracinées, c'est un concept, je vous dis, qui est assez récent. Je l'ai utilisé tout à l'heure, bien entendu. C'est de plus en plus utilisé, donc par le HCR, là, par exemple, ils vous disent 42,5 millions de personnes déracinées. C'est utilisé par Amnesty International. Alors, je suis membre d'Amnesty International, donc je n'en dirai pas du mal, mais quand même, par exemple en France, il existait avant une commission réfugiés, elle a été remplacée par la commission personnes déracinées, pour s'adapter aux circonstances, puisque avant il n'y avait que des réfugiés, maintenant il y a plein d'autres catégories, donc on prend un terme générique. Donc on a l'impression comme ça d'être fidèle aux circonstances, d'avoir une appellation qui correspond mieux, mais du coup on ne parle plus de réfugiés. Et parlant plus de réfugiés, on est dans un concept beaucoup plus général, c'est détaché du droit, et on parle de moins en moins de réfugiés, et donc là, la spécificité du réfugié disparaît.
Et progressivement, on efface du paysage la notion de réfugié. Et pour certains, vraiment, leur corps défendant, mais du coup, moins on parle de réfugiés, moins c'est un statut particulier, et moins il y a besoin de respecter les droits de l'homme en accordant l'asile aux réfugiés. Dernier point, juste pour terminer, les réfugiés de l'environnement. C'est une notion extrêmement contestable, qui, en fait, a pas été qui est très dommageable pour les réfugiés, mais elle n'a pas été inventée pour cela. C'est vraiment pas, ça n'a pas été fait exprès. Elle est le fruit de militants écologistes qui souhaitaient une protection des migrants de l'environnement, et qui, en fait, en ignorant complètement les spécificités de la protection des réfugiés, se sont dit ce serait bien d'avoir un statut identique. Et donc, on va parler de réfugiés de l'environnement, réfugiés climatiques, etc. Et cette expression a eu une réussite assez fulgurante. Cette réussite résulte de plusieurs facteurs. La première chose, c'est qu'elle est simple et alarmiste. Ça fait un petit peu peur. Et simple et alarmiste, c'est exactement ce qui plaît aux médias. Donc sur le plan médiatique, ça marche très bien. Autre avantage aux yeux de certains, elle dépolitise la notion de réfugié. Parce qu'un réfugié climatique, c'est pas politique. Donc elle dépolitise la notion de réfugiés, et c'est apprécié par tous ceux qui mettent en œuvre les politiques migratoires restrictives. Donc on n'allait pas lutter contre ça. Alors que par exemple l'expression réfugié économique, on a fortement lutté contre, plus personne l'utilise. Mais réfugiés climatiques, on ne va pas lutter contre ça. Et puis, dernier élément, elle souligne que les migrants environnementaux devraient être pris en charge par la communauté internationale. Et s'ils doivent être pris en charge par la communauté internationale, il y a peut-être un marché à prendre. Il faut se positionner quelle agence des Nations Unies va protéger ces gens-là. Donc il y a un marché à prendre. Ça va avec cette expression. Alors, vraiment, pour terminer, pour bien comprendre en quoi la notion de réfugié est inadaptée aux migrants d'environnement, il suffit de faire un parallèle avec justement les personnes risquant de mourir de faim. Une personne qui évoque que la famine, elle va être rejetée. Ça, irrémédiablement, puisque c'est pas dans la Convention de Genève, etc. Bon. Mais pourquoi? C'est pas du tout parce que le fait de mourir de faim est moins noble que d'être persécuté. Les personnes qui craignent la famine ont tout autant besoin d'être protégées que les autres. Donc ce n'est pas l'intensité du danger, puisque l'intensité du danger, c'est la mort dans les deux cas. C'est pas la nature du danger, car c'est pas ça non plus. Ce n'est pas l'obligation de protection non plus, parce qu'il y a une obligation de protection dans tous les cas. C'est la possibilité de protéger en accord ou non avec le pays d'origine. Et c'est la possibilité ou non de protéger sur place. Or, les réfugiés qui fuient une persécution dans leur pays, ils ne peuvent pas être protégés en accord avec leur pays, puisque c'est eux qui persécutent, ou alors il faut aller faire la guerre. Tout le débat actuellement sur la Syrie, est-ce qu'on va aller les protéger sur place en faisant la guerre ou pas? Parce qu'actuellement avec la Syrie, on refuse de les accueillir, mais on ne veut pas non plus aller faire la guerre parce que c'est un petit peu compliqué. Et donc on se dit, il faudrait peut-être créer des camps à la frontière, etc., pour essayer de les protéger sur place. Mais dans le cas de famine ou de famine liée à des cataclysmes naturels ou catastrophes environnementales, la protection peut être réalisée en accord avec le pays d'origine. Et donc c'est plus du tout la notion de réfugié qui s'applique, mais c'est une notion de protection sur place qui pourrait très bien être dans un cadre autre que celui des réfugiés, parce que par exemple pour la famine, il y a le programme alimentaire mondial qui travaille là-dessus. Et donc c'est la différence essentielle, c'est ça, c'est le rapport avec le pays d'origine. Et dans tous les cas, pour les migrants de l'environnement, sauf quelques exceptions où l'île risque de disparaître, Tuvalu ou autre, et c'est extrêmement marginal. Pour les autres, ça peut être une protection sur place. Alors, évidemment, en fait, lorsqu'on regarde
ces débats. On regarde également la position du HCR. Et la position du HCR actuellement, c'est de dire il vaut mieux être dans les débats qu'à côté. Et donc, il faut... le HCR aura certainement une place à prendre dans la protection des migrants climatiques, parce qu'eux ne parlent quand même pas de réfugiés climatiques, hein, mais ils auront peut-être une place à prendre. Et bien entendu, si le HCR s'implique beaucoup dans la protection des migrants environnementaux, mais ils s'impliqueront peut-être un petit peu moins dans la protection des réfugiés, et ça affaiblit encore la protection des réfugiés. Bon, je crois que j'ai parlé déjà beaucoup trop longtemps. Euh, je vous laisse la parole pour poser toutes les questions que vous voulez. Je vais vous demander d'utiliser le micro parce que le séminaire est enregistré pour pouvoir être écouté en différé. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut briser la glace. Allez. D'abord, excusez-moi pour le téléphone. Très intéressante présentation. Je trouve ça très... Je pense qu'il est essentiel d'insister, comme vous le faites, sur les différentes manières de présenter des statistiques. Maintenant, j'aimerais vous entendre peut-être un peu sur les solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, est-ce qu'on peut forcer un peu les organismes peut-être à fournir, au lieu de fournir qu'une seule série de données, peut-être qu'ils pourraient en fournir 2 séries, parce que comme ça, on verrait qu'au moment où on a changé, par exemple, la manière de calculer un taux ou de produire une estimation quelconque, que ça n'ait pas tous ces changements importants dont vous parlez très bien. Et donc, en gros, bon, c'est évidemment sans les forcer. J'imagine que par vos présentations, vous le faites un peu, c'est-à-dire que vous probablement vous en parlez avec les journalistes, mais quelles seraient d'autres solutions, par exemple, justement pour que le public soit bien informé, pour que les bonnes informations circulent, ou enfin qu'on en ait un peu plus conscience? Oh, ça c'est très compliqué. En fait, pas très compliqué. Oui, oui et non. Comme vous l'avez dit, le fait même de le montrer agit. Après, on peut en parler aux journalistes, bien sûr, mais moi, en fait, ce que je préfère, c'est en parler directement avec les personnes à la source. Et pour tout vous dire, la semaine dernière, non, vendredi dernier, il y a très peu de temps, j'étais dans un colloque de l'OFPRA, parce qu'en fait, j'ai travaillé pour l'OFPRA dans les années 90 en tant que conseiller scientifique sur les statistiques, donc ce qui m'a permis de très bien connaître les stats de l'OFPRA. Après, bon, j'en suis parti parce qu'on fait beaucoup de choses. Et actuellement, je suis à nouveau avec l'OFPRA dans un comité d'histoire. L'OFPRA s'est doté d'un comité d'histoire pour valoriser les archives. Et donc, je suis dans ce comité, je suis à nouveau dans le comité d'histoire et dans le conseil scientifique du comité d'histoire pour valoriser les archives, mais évidemment, on parle un peu de tout. Et la semaine dernière, bon, actuellement, l'OFPRA n'a plus de directeur parce que le directeur est en train de changer, donc c'est par intérim. Et donc, c'est le chef de cabinet qui fait l'intérim. Et je discutais avec lui en lui disant, vous voyez, sur votre site, là, la présentation, elle est un peu tendancieuse, etc. Est-ce qu'on pourrait faire autre chose? Et il m'a dit, oui, 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 on va le faire. C'est toujours pas fait, mais ça fait qu'une semaine. Donc, j'espère que ça va être fait. Et là, il y a un rôle de la part des scientifiques, un rôle à la fois conseiller et puis un petit peu aiguillon. On doit aller titiller là où ça fait mal, en disant attention, ça c'est pas bien, on le fait savoir et donc il faudrait faire mieux. Là, il y a un vrai rôle du scientifique là-dessus. Alors après, bon, on n'a pas un pouvoir énorme quand même. Il ne faut pas se leurrer, notre pouvoir n'est pas fantastique, mais on a quand même un petit pouvoir d'aiguillon, de montrer là où ça ne va pas et là où il faut faire mieux. Et moi je pense que c'est plus efficace en étant au plus proche et en étant toujours très constructif. Moi ce que j'essaye toujours avec l'OFPRA, c'est, je leur dis oui, je critique ça certes, mais en connaissance de cause et je montre les faits. Je dis jamais, parce que ce serait stupide, l'OFPRA c'est pas bien, ça n'a pas de sens. C'est de dire, là il y a un biais, et là il y a une présentation tendancieuse, là il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est dans ce sens-là qu'on peut agir un peu. Mais bon, c'est limité.
Merci beaucoup. Je m'appelle Rosaline Gingel. Merci de votre présentation très, très, très brillante, qui est loin de mon champ de compétences, mais je m'y sens à l'aise. Je voudrais savoir si, vu la complexité de la notion de réfugié, de demandeur d'asile, est-ce qu'on ne peut pas appliquer une politique inverse? Ça veut dire, au lieu que les pays s'ouvrent à recevoir ces personnes, qu'on cherche plutôt à résoudre leurs problèmes dans leur pays. Donc, comme une espèce de politique renversée, quoi. Parce que ces pays qui reçoivent ces populations qui arrivent, ces pays aussi ont leurs problèmes internes. Alors, comment est-ce que c'est défini, vu la complexité même du mot réfugié? Est-ce qu'il est possible de faire ça? Merci. Oh, alors là, ça c'est une très très grande question. En fait, sans être pessimiste, j'aurais tendance à vous répondre non. Enfin, tendance à vous répondre oui, ce serait possible, mais non, on ne le fera pas. Tout simplement parce que, oui, si on regarde la richesse mondiale, il y aurait de quoi nourrir toute la planète. Pourtant, il y a des gens qui meurent de faim. Et on aurait largement de quoi nourrir la planète. Pour quelle raison? Parce qu'il y a les relations inégalitaires entre les États, et ces relations inégalitaires font qu'il y a des gens qui meurent de faim et d'autres qui sont trop nourris. Mais pour les problèmes de réfugiés, s'il y a des réfugiés ou des personnes déplacées, c'est qu'il y a des conflits. Les conflits viennent très souvent d'histoires de gouvernance. Il n'y a pas que des conflits, il y a beaucoup de conflits internes, ou même des conflits entre pays, mais l'essentiel, c'est quand même beaucoup de conflits internes actuellement. Et ces conflits internes, c'est des histoires de gouvernance. Or, on peut faire le parallèle, par exemple, avec l'aide au développement. On en parle énormément. Il y a des grands programmes d'aide au développement. On s'aperçoit d'ailleurs qu'ils ne sont pas si grands que ça. Et puis, surtout, il y a une hypocrisie monstrueuse. C'est qu'un pays qui gagne dans l'échange inégal avec un autre pays avec qui il est en relation, si réellement il œuvrait pour que ce pays-là se développe, eh ben, il perdrait son avantage. Or, les échanges économiques inégaux vont beaucoup avec les problèmes de gouvernance. Et en fait, le vrai développement, si on voulait réellement faire de l'aide au développement, on se moquerait de l'économie et on ferait de l'aide au développement politique. C'est-à-dire que si on mettait en place si on aidait parce qu'on ne peut pas le faire comme ça, mais si on aidait à la mise en place de gouvernements sans corruption, qui vraiment toutes les actions soient dictées par l'intérêt du pays, on irait déjà contre nos propres multinationales, certes, mais ça résoudrait à terme tous les autres problèmes. Et ça, ce ne sera jamais fait. Donc, on pourrait le faire, mais je ne pense pas que ce soit fait. Je suis peut-être pessimiste, mais bon. Ouais. S'il n'y a pas d'autres commentaires, moi j'en aurais un. Oui. Tes propos illustrent très bien l'importance primordiale des métadonnées quand on fait l'analyse à partir d'indicateurs ou de microdonnées. Donc, il faut absolument avoir une très bonne documentation sur les données. C'est certain. Pour les enquêtes, pour les recensements, il y a des normes, il y a des standards, il y a des outils qui ont été développés pour ça et qui ne sont pas toujours utilisés, mais il y a finalement tout un travail où on a des pratiques exemplaires sur comment documenter une enquête pour qu'elle soit finalement utilisée et correctement utilisée par tous les chercheurs qui peuvent avoir accès à ces données-là. Pour les données administratives, par contre, ça se corse beaucoup. On a vu d'ailleurs que pour interpréter certaines des statistiques, tu as eu recours à de la documentation. Finalement, on a vu des photos de différents rapports, des choses comme ça. Mais il faut bien y avoir accès.
toi, tu as eu accès, parce que tu as travaillé quand même plusieurs années comme conseiller scientifique de l'OFPRA, mais qu'en est-il pour un chercheur qui s'intéresse au sujet, mais qui n'a pas ses entrées? Oui, je dirais que répondrais que c'est le travail du chercheur. Hein. C'est-à-dire que les entrées, bon, il y a les opportunités, etc. Déjà, on peut essayer de se les créer, mais c'est quand même relativement le travail du chercheur face au stade administratif. C'est vrai, il n'y a pas de il n'y a pas ou peu de métadonnées. Ça, c'est rare. Donc, le chercheur doit le savoir. Et dans l'esprit du chercheur, lorsqu'on regarde les moindres stats administratives, alors nous on a pareil, mais même pas seulement administratives, on a certaines stats de l'INSEE, que si on ne sait pas comment elles sont calculées, on peut faire également des normes bourdes. Donc c'est pas que l'administratif, mais essentiellement sur l'administratif. Lorsqu'on aborde ces données-là, on doit avoir en tête que les intitulés sont pas forcément parfaits, que ça correspond pas parfaitement, etc. Et on doit chercher à chaque fois à savoir comment ils sont calculés. Et rechercher comment ils sont calculés, ça passe par 36 manières. Donc on peut essayer d'avoir une entrée dans l'institution qui crée les chiffres, mais sinon, on peut également regarder tous ceux qui ont pu avoir une entrée. Parce que pour certaines choses, on ne peut pas être partout, bien entendu, mais il y a, je dirais, oui, c'est le b.a.-ba du travail de recherche. Ne pas se contenter de prendre les données comme ça, et puis, hop, d'analyser comme ça. Là, si on prend, par exemple, les stats du HCR, si on lit la manière dont elles sont calculées, là, on a un peu, comme on a une description de comment elles sont calculées, on a un peu ce qui pourrait ressembler à des métadonnées, on a une explication, mais le lien que je vous disais de faire avec les cas fermés autrement, là, c'est une explication plutôt de chercheur, ça. Dans les informations du HCR, ça apparaît pas. Et donc, c'est regarder toute la cohérence des chiffres. Moi, en fait, pour tout vous dire, quand je me suis, pour la manière dont je me suis aperçu de ça, c'était en regardant les stats de pays. Et je regarde pour la Suisse et je me dis, mais la Suisse, 73%, c'est pas possible. Ça correspond pas à ce que je connais de la Suisse. Et donc, je suis allé regarder, disant, mais qu'est-ce qui explique ça? Et en cherchant ce qui explique ça, bon, ben oui, d'accord, je vois tout de suite, hop, c'est ça. Donc, il y a, oui, c'est le travail de chercheur. Alors, je ne sais pas si c'est une réponse satisfaisante, mais je pense que, et de toute façon, on n'imposera pas à toutes les administrations de faire des dictionnaires de codification de leurs données. Ce serait bien, hein, mais il y a du travail à faire. Oui, bonjour. Je n'osais pas trop poser de questions parce que je suis arrivé en retard. Peut-être que du coup, la réponse a été donnée au début de la présentation. Pour la catégorie de demandeurs d'asile, je me demandais si vous aviez plus de détails sur le processus d'institutionnalisation de la catégorie. Donc vous dites qu'elle apparaît en 81 en France, par exemple, mais on voit que c'est pas institutionnalisé. Puis d'ailleurs, c'est pas la définition qui est dans l'extrait que vous nous avez donné. Utilisé maintenant. Donc, est-ce qu'il y a une périodisation un peu plus précise, dire à un moment donné où vraiment les institutions l'utilisent encore une fois, peut-être que vous l'avez abordé en première partie. Puis la deuxième question, c'est sur les causes du recours à la catégorie de demandeurs d'asile. Vous avez dit que c'était lié au fait que sans doute qu'il y avait de plus en plus de déboutés, donc on peut moins cacher le fait qu'il y a une distinction entre on peut moins il faut sortir de l'usage restreint de réfugiés à cause de ça. Vous avez dit aussi qu'il y avait plus de suspicion. Donc est-ce que c'est le cas dans plusieurs pays et exactement comment on peut établir ces causalités-là? Donc ouais, deux questions donc sur le processus, la périodisation, puis la causalité. Qu'est-ce qui a fait qu'on a recours? D'accord. Alors, l'apparition du demandeur d'asile, je vous ai dit en 80. Donc, en fait, la catégorie a toujours existé. C'est le nom de la catégorie qui a changé.
Parce que la catégorie, elle existait. Là, dans les stats de l'OFPRA, bon, 53, il n'y en a pas beaucoup, mais à partir de 55, 56, on a vraiment des stats. Dans les tableaux statistiques, c'est dossier déposé. Au départ, c'est dossier. Après, c'est toujours les mêmes colonnes. Mais au début, l'intitulé, c'est dossier. Ensuite, il y a un moment, il y a dossier déposé. Après, il y a demande qui apparaît. Et demandeur d'asile apparaît dans les années 84-85. Donc, très peu de temps après 81, d'ailleurs. Mais la colonne existait toujours. Donc la catégorie, c'est pas la création de la catégorie. La catégorie des personnes qui demandent l'asile, elle a toujours existé. Parce qu'on a toujours compté combien de gens demandaient l'asile, combien l'avaient obtenu, combien étaient rejetés, combien faisaient de réexamen. Parce que ça, c'est encore un aspect compliqué dans les taux de reconnaissance. C'est qu'il y a les premières instances et puis après, il y a les recours, mais il y a également les réexamens, les personnes qui redemandent à l'OFPRA avec un élément nouveau, etc. Donc il y a plein de choses. Mais donc cette catégorie, elle a toujours existé. C'est son nom qui a changé. Et le nom, c'était dans les textes réfugiés, dans les colonnes des tableaux statistiques, c'était dossier, pour ce qui est de l'OFPRA. Et il y a eu demandeur d'asile à partir du milieu des années 80 qui est apparu. Bon. Et ensuite, ça n'a pu cesser. On a toujours dit demandeur d'asile. Parce que demandeur d'asile, ça, on a l'impression que c'est neutre. Puisque ça décrit une réalité, c'est quelqu'un qui demande l'asile. Mais en fait, c'est pas du tout neutre, parce que c'est un suspect. Un demandeur d'asile, du moment que l'on prend l'expression demandeur d'asile, c'est que l'on pense qu'on veut faire la distinction avec un réfugié. Or, avec le statut recognitif, normalement, on devrait dire réfugié qui demande l'asile. Comme on disait avant. Avant, on disait même à la place d'un débouté, parce que maintenant, le débouté, ça apparaît encore quelques temps après dans le vocabulaire, où le débouté, c'est le demandeur d'asile qui a été rejeté. Ça n'existait pas avant. Donc là, sur le plan, disons, oui, chronologie, c'est milieu des années 80. Donc là, après, ça, c'est moi, j'ai pris comme élément de base pour faire ma chronologie les rapports d'activité de l'OFPRA, parce que c'est en France le texte officiel, c'est ce qui rapporte. Après, selon les autres pays, ça peut certainement varier d'une année ou deux. Mais c'est pareil, Asylum Seeker, ça n'existait pas avant ces années-là. Et d'ailleurs, j'ai commencé par la Convention de Genève, parce que dans la Convention de Genève, ça n'existe pas, quelle que soit la langue de la Convention de Genève, parce qu'elle a été traduite dans toutes les langues. Alors ensuite, j'ai pas forcément très bien compris la question, là, mais c'était sur le sens de l'usage de cette expression. C'est ça. Comme création. Ce qui cause le fait au départ, c'est parce que il y a eu des fraudeurs, donc on se dit on va pas, les réfugiés c'est des gens bien, donc on va pas utiliser le mot réfugié pour fraudeur. Donc au début c'est dans ce sens-là, donc sur la cause initiale en France. Mais c'est à la limite marginal, ça c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que c'est à partir du moment où on se met à rejeter massivement. Et donc dans les années, milieu des années 80, à partir du moment où on se met à rejeter massivement les demandes, dans l'esprit même, si 80% des gens qui demandent, on les rejette, le statut recognitif, il n'a plus beaucoup de sens. Puisqu'on ne va pas dire ces gens sont destinés à être réfugiés, ils sont destinés à être déboutés. Donc partant de là, il y a une certaine logique à dire on ne va plus utiliser le terme réfugié, on va utiliser un autre terme, soi-disant plus neutre, demandeur d'asile. Sauf que, comme le demandeur d'asile, d'emblée, ça montre que c'est un suspect, quand on parle de demandeur d'asile, on a déjà en tête que c'est pas forcément quelqu'un qui est fondé à déposer une demande d'asile. Et alors, c'est comme ça qu'on trouve dans la prose des expressions comme vrai demandeur d'asile et faux demandeur d'asile. En théorie, ça n'a pas de sens. C'est toujours des demandeurs d'asile. Une personne n'est pas fausse. Mais dans le vocabulaire courant, un faux demandeur d'asile, c'est celui qui demande l'asile frauduleusement. C'est comme ensuite, il y a des vrais et des faux réfugiés. Ceux qui l'ont obtenu frauduleusement et ceux qui ne l'ont pas obtenu frauduleusement. Bon, ça fait sens dans le discours complet. Mais
Juridiquement, ça n'en a pas. Mais par contre, dans le discours, lorsque vous n'arrêtez pas de parler de vrais ou de faux demandeurs d'asile, puis qu'ensuite vous parlez de demandeurs d'asile, et puis dans certains textes, comme le CESEDA en France, d'étrangers qui demandent l'asile, d'étrangers qui cherchent à bénéficier du statut de l'asile, vous avez ça dans des textes de loi. Quand on commence à le présenter comme ça, vous voyez bien que ce n'est pas une présentation neutre. Et quand vous parlez d'étrangers qui cherchent à bénéficier du statut, on voit bien qu'il y a une suspicion de fraudeur. Et plus vous utilisez ce vocabulaire-là d'une manière générale dans tous les documents, plus dans l'opinion publique, on assimile demandeur d'asile, fraudeur. Et si demandeur d'asile est assimilé à fraudeur, c'est normal de le rejeter. Parce que, et alors là, c'est ça qu'il faut bien comprendre dans le processus général, c'est qu'on est dans des pays qui se glorifient des pays des droits de l'homme. Du moment qu'on est un pays des droits de l'homme, qu'on soit en France, au Canada, en Suisse, où vous voulez, quand on est dans un pays des droits de l'homme, on ne peut pas dire qu'on ne respecte pas les droits de l'homme. Et si on veut rejeter, donc on ne veut pas admettre ces personnes, tout en se disant pays des droits de l'homme, eh ben, il faut que la faute incombe aux réfugiés. Donc il faut déconsidérer le réfugié pour pouvoir le rejeter. C'est impossible dans un pays qui se dit pays des droits de l'homme, on n'est pas en Syrie, donc en nous disant pays des droits de l'homme, on ne peut pas rejeter sans déconsidérer la personne. Et dans la déconsidération de la personne, il y a l'usage du vocabulaire. Donc on ne parle plus d'immigration politique, on parle de demandeurs d'asile, etc. Alors on va parler de faux réfugiés, on a tout un vocabulaire pour déconsidérer. Et ce vocabulaire qui déconsidère, c'est extrêmement important. Ça paraît comme ça, oui, bon, en fait, et en réalité, non. C'est ça qui façonne l'opinion publique, enfin, entre autres. Merci beaucoup. Tout à l'heure, vous avez dit que certains pays refusaient de rendre public leurs statistiques en flux migratoire, à l'instar des États-Unis et du Canada. Mais pourquoi est-ce que ces pays ne rendent pas public ces politiques-là? Est-ce que c'est pour protéger des politiques beaucoup plus internes? Est-ce que c'est pour encadrer la paix à l'intérieur de ces pays? Ou bien parce qu'il y a quand même l'accès à ce genre de documentation pour les futurs chercheurs? Pourquoi pensez-vous que ces pays occultent les statistiques des réfugiés? Merci. Oh, alors là, je ne pourrais pas vous répondre déjà pour tous les pays. Même si on reste ici au Canada, je ne pourrais pas vous dire pourquoi ils ne veulent pas. Mais au même titre qu'en France, je vous ai bien montré que ces statistiques étaient confidentielles, donc elles existaient, mais on ne voulait surtout pas qu'elles sortent dans les années 90. Et puis, 5-6 ans après, on les a mis sur Internet. Mais c'est les mêmes statistiques. Et c'était uniquement des changements de directeurs. Il n'y a pas eu de changement de politique d'asile en France à cette époque-là. On n'a pas été plus large ou plus restrictif à ce moment-là. On est toujours de plus en plus restrictif, mais bon, et c'est la perception qu'ont les responsables de l'impact de leurs statistiques, en fait. Alors, dans le cadre de l'OFPRA, il y a aussi le fait que l'OFPRA a voulu montrer que c'était pas lui qui accordait, enfin, c'était lui qui avait la responsabilité d'accorder l'asile, certes, mais qu'en fait, c'est pas lui qui introduisait le plus de personnes, que c'était les concurrents de la Cour nationale du droit d'asile. Et donc, en montrant les stats, on montrait bien que c'était pas eux qui permettaient l'invasion de la France, mais que c'était le voisin. Bon, là, je caricature un peu, mais il y a de ça. Mais par contre, pour vous dire pourquoi le Canada, qui je suppose a des fichiers, et je suppose a un système informatique, la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, elle a tout ça. Je suis persuadé qu'elle aurait les moyens de calculer tous ces éléments-là. Ou si elle ne les a pas, c'est qu'elle le fait exprès. Bon, et donc si elle les a et qu'elle ne les rend pas publiques, pour quelle raison objectivement, là, moi, je n'ai pas d'élément de réponse pour ça. Là, il faudrait leur demander. Bien, je pense qu'on aurait pu continuer encore longtemps, mais malheureusement, le temps file. Donc, on va devoir mettre fin au séminaire. Par contre, je vous invite peut-être à poursuivre la discussion avec Luc. Je pense qu'il peut encore être disponible quelques minutes. Oui. Donc, de façon plus informelle.
Il me reste donc à vous remercier, puis surtout à remercier Luc Legout pour cet exposé très intéressant, provoquant. Donc, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie d'être venus nombreux.